Parfait. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'URPS Kiné Île-de-France. Donc, je suis Mathilde Mousset, je suis chargée de mission mobilisation CPTS et j'anime ce temps avec Flore Dupont, qui est kiné et chargée de mission en santé publique. Et deux kinésithérapeutes membres de l'URPS sont également connectés avec nous. Normalement, Xavier Gros, secrétaire général adjoint de l'URPS, et Jean-Charles Laporte, qui est un kiné et un élu très engagé sur les questions de réadaptation respiratoire. Et donc ce webinaire aujourd'hui vise à vous donner envie, en tant que kiné, de vous impliquer dans des projets autour de la BPCO au sein de votre CPTS. Donc, on va découvrir aujourd'hui le réseau Récupère présenté par le docteur Belloc. Et il y aura aussi des projets inspirants portés par des CPTS, notamment la CPTS de Noé Santé avec Serge Belaïch qui est kinésithérapeute et la CPTS du Vexin francilien avec le docteur Philippe et Pauline Wild qui est cadre de santé MK-APA. Si on a le temps, on pourra peut-être ajouter un temps d'échange sur le repérage précoce avec le questionnaire HAD, mais sinon on en parlera lors de notre prochain webinaire qui aura lieu dans 15 jours. Donc notez bien le 15 avril à 13 heures, qui sera animé par Jean-Charles Laporte et aussi le président du RESPAD. Donc ce sera vraiment focus sur la récupération respiratoire, le repérage précoce et le sevrage tabagique, comment bien prescrire. Ce sera vraiment le programme du prochain webinaire. Aujourd'hui, on est vraiment axé sur les projets santé publique, l'organisation des projets en CPTS. Et aujourd'hui, le format, il sera volontairement court. Chaque intervention ne dépassera pas les 10 minutes et sera ensuite suivie d'un temps de questions pour vous permettre voilà, de mieux comprendre chaque projet. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long des présentations. Et on démarre tout de suite avec le docteur Belloc. Docteur, si vous êtes connecté, c'est à vous. Oui, je suis connectée. J'aimerais partager des diapos si c'était possible. Je pense que voilà. Je sais pas si je peux. Normalement, là, Ouais, je peux, en effet. Alors, donc voilà, vous voyez mon diaporama normalement, oui. j'espère. Oui, oui. Alors, je vais essayer de le mettre plein écran, si c'est possible. Euh, ouais, sinon, c'est pas très grave, voilà. Alors, donc oui, on m'a demandé de parler du parcours qu'il y a au sein du réseau Récupère. Donc, je vais juste, parce que je ne savais pas trop comme le thème était BPCO, apparemment, je vais faire quelques petits rappels BPCO sans bien connaître les connaissances de chacun. Donc, bon, la BPCO, tout d'abord, il faut l'identifier et je pense que donc Jean-Charles devait parler de dépistage. Je voulais juste introduire la notion de diagnostiquer la BPCO avec des points d'appel qui sont évidemment les symptômes, à la fois la dyspnée, donc cet essoufflement anormal pour un niveau d'effort normalement pour lequel il ne devrait pas être ressenti. Et puis aussi l'aspect bronchite chronique, donc cette toux expectoration chronique présente essentiellement chez les fumeurs, mais aussi ça peut être aussi des épisodes aigus d'exacerbation répétée, 2, 3 dans l'année. Voilà, donc ça peut être des éléments d'alerte pour favoriser ce dépistage qui se fera essentiellement par une mesure de souffle, ce qu'on appelle nous communément une spirométrie. Donc il existe des petits appareils, maintenant j'ai même vu qu'il existait ça connecté au smartphone. Mais après, il y aura nécessité quand même de confirmation par un pneumologue ou qui a des appareils un petit peu plus sophistiqués pour vérifier la mesure. Mais c'est un bon élément déjà de faire une spirométrie. Les terrains aussi, on ne peut pas se passer aussi dans ce dépistage de parler de terrain à risque. Alors évidemment, tout le monde pense au tabac, mais en fait, il faut étendre cela à d'autres produits inhalés en combustion, hein. On pense au cannabis. Le cannabis maintenant est très largement répandu, comme vous le savez, et même à des âges 50, 60 ans, il y a des prises de cannabis régulières. La chicha aussi est aussi un produit toxique, quoi, une habitude qui peut se révéler toxique pour les bronches.
Les expositions professionnelles, alors évidemment, on pense souvent aux industries lourdes, hein, les mineurs, etc., ce qui concerne de moins en moins de gens en France, mais il faut penser à d'autres expositions type empoussiérage, pollution urbaine, et donc toutes les professions type taxi, chauffeur-livreur, qui passent des heures dans les embouteillages. Et puis les produits chimiques, et là-dedans, je mettrais les gens qui sont exposés à des produits d'entretien, voilà, qui sont pas forcément bien protégés. Et puis, il y a une susceptibilité individuelle. À même exposition, en fait, les gens feront une BPCO ou non, plus ou moins sévère, etc. Donc, on ne parle pas de maladie monogénique, hein, c'est plutôt multigénétique même, parce que je voulais parler aussi de l'épigénétique, mais bon, bref, on n'a pas le temps. Et puis, il y a aussi les 1000 premiers jours, donc avant la naissance, une exposition à un tabagisme maternel, voire même avant la naissance, il a été décrit des choses chez les femmes qui fument et qui ont ensuite la conception. Et puis, évidemment, le tabagisme passif des enfants et des épisodes pendant l'enfance aussi, petite enfance, voire adolescence, d'infection, d'asthme, tout ça va favoriser un terrain pour développer une BPCO. Tout ça est maintenant assez bien décrit. Il y a des parcours, comme on dit. Assez brièvement, la BPCO, il y a une approche médicamenteuse, certes, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on parle de réadaptation respiratoire. Alors, la mesure clé, c'est avant tout le sevrage tabagique ou des autres produits dont j'ai parlé en combustion. Donc ça, c'est la première mesure et elle est vitale. C'est cette mesure qui va changer le pronostic des gens, infléchir l'évolution de la maladie. S'il y a une dyspnée fréquente au quotidien, c'est là où on va prescrire justement des médicaments et c'est des bronchodilatateurs, je n'entrerai pas plus dans le détail, qui ont une efficacité, puisqu'ils sont remboursés, hein, de toute façon, mais en fait, souvent, le patient décrit encore une gêne. Alors, il faut aussi prévenir les épisodes d'exacerbation quand ils sont présents, parce que ça va aggraver l'évolution, donc les infections par les vaccinations, des traitements type antibiotiques quand il y a nécessité, et puis les précautions, on pense au port du masque évidemment, après toute cette période Covid. Euh, Aussi se protéger de la pollution atmosphérique, etc. Et il faut penser aussi que la maladie, en fait, est influencée par des comorbidités. Euh, à peu près la moitié des patients, en tout cas dans le cadre de la cohorte Récupère, c'est la moitié des patients qui présentent ce qu'on appelle des comorbidités, des pathologies cardiovasculaires. Donc c'est principalement de l'hypertension, mais pas que, aussi des coronaropathies, parfois ignorées, des troubles du rythme, parfois ignorés aussi. Et puis l'atteinte, ce qui touche particulièrement quand on va s'occuper des réentraînements, l'atteinte osseuse, de l'ostéoporose, qui est plus fréquente chez les patients BPCO, et puis l'atteinte musculaire, là, ça va être évidemment l'enjeu d'essayer de l'améliorer, ces muscles. Dès le stade modéré, il faut penser en effet, à partir du moment où il y a un impact dans la vie quotidienne, à une prise en soin globale, individualisée, physique et éducative, qui est la réadaptation respiratoire. Vous voyez que la définition de la réadaptation respiratoire, c'est pas un intervenant tout seul, notamment un kinésithérapeute qui répond à une prescription qui tient en une ligne, hein. C'est pas ça, la définition, hein. La définition stricte, c'est cette prise en soin qui comprend le réentraînement à l'exercice et l'éducation thérapeutique et selon les besoins aussi d'autres intervenants, hein, une prise en soins tabacologique, nutritionnelle, un accompagnement psychologique. Donc quelque chose d'assez complet finalement, mais qui va démontrer une efficacité importante puisqu'on la classe en niveau de preuve A. Basé sur de nombreuses études randomisées, contrôlées, bref, ce qu'il y a de mieux dans la littérature médicale. Et l'efficacité, elle est sur quoi? Sur la diminution de l'essoufflement, hein, de la dyspnée. Moi, docteur Belloc, vous m'entendez? Oui, Ah, excusez-moi de vous couper. En fait, je me permets de recadrer, simplement recentrer le propos
aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on essaye de ne pas rentrer dans le Je rentre contenu. pas dans le détail, mais si je veux parler du réseau récupère, il faut quand même que D'accord. j'introduise un peu certaines notions. Simplement Donc, pour voilà, signaler. après, je n'aurai plus qu'une diapo, hein, vous inquiétez pas. D'accord, parfait, merci. Mais quand je vois l'assimilation qui était dans votre premier flyer ou sur la réadaptation, je me dois de préciser des choses quand Alors même. C'est justement, important pour moi. le flyer sur lequel on a échangé, c'est pour le Ouais, prochain. ouais. Et non, non, mais vous l'avez bien rectifié, c'est parfait. Mm. Merci. Alors, donc, je reprends. Donc, l'efficacité, elle est sur ces trois éléments-là, hein. Capacité physique, dyspnée et donc qualité de vie. On a décrit aussi d'autres efficacités, mais pas de ce niveau-là, hein, avec des niveaux plutôt B sur la diminution des hospitalisations, la diminution des fréquences des exacerbations. Je ne rentrerai pas dans le détail, comme vous me l'avez souligné. En fait, ce que je voudrais, là où je voudrais inciter, c'est que les gages d'efficacité, d'abord, ils sont, quel que soit le lieu de la réadaptation, qu'elle soit faite à l'hôpital ou en ambulatoire. Et ce qui est clé, c'est la motivation de la personne. Après, il faut aussi répondre à adapter le programme au mieux aux patients. Et donc ça sous-entend de, généralement, ce qui est recommandé, en tout cas, c'est de faire une épreuve d'effort maximale quand on veut faire vraiment un programme le plus sollicitant possible en sécurité. La multidisciplinarité, donc des kinésithérapeutes, mais aussi, si possible, d'autres intervenants selon les besoins. Je les ai déjà cités, ces besoins. La coordination, pour qu'il y ait une cohérence des actions entre les différents acteurs et un lien entre les intervenants aussi pour qu'ils puissent interagir au mieux pour le patient. Et l'éducation thérapeutique, alors ça c'est une grande gageure parce que la plupart des kinésithérapeutes, en tout cas, je crois que c'est même pas encore inclus, ça vous me corrigerez si je dis une erreur, mais les 40 heures d'éducation thérapeutique sont pas forcément comprises dans la formation initiale des kinés dans toutes les écoles, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais peut-être qu'elle est fausse, et tant mieux dans ces cas-là. Et du coup, c'est vrai que se positionner en éducation thérapeutique, alors on peut se positionner quand même si on n'a pas fait les 40 heures, mais c'est vraiment, ça permet en fait d'induire des changements de comportement dans le temps. J'ai vu que Bruno Philippe était là et il est expert là-dedans aussi, donc il insistera, je pense, sur cet aspect-là très important. Voilà, là j'ai mis des références, mais l'utilité d'un réseau, et c'est là où je viens à parler de Récupère, c'est justement de pouvoir répondre à ces exigences de multidisciplinarité, d'adaptation, d'éducation thérapeutique. Donc le réseau, il existe depuis, vous voyez, plus d'une vingtaine d'années maintenant. Il couvre le territoire d'Île-de-France dans sa globalité. Il est financé uniquement par l'ARS Île-de-France. Il comprend, là vous avez les intervenants, des kinésithérapeutes, des diététiciennes et des psychologues, et une équipe, c'est ça qui fait l'intérêt du réseau, de coordination. Alors d'une part, 2 à 3 secrétaires plein temps qui permettent d'être soutien, vous allez le voir, des médecins, 4 pneumologues qui, en plus de leurs fonctions hospitalières ou libérales, coordonnent des dossiers, des parcours de patients, et puis une coordination kiné, avec 4 kinés qui sont, en plus de leur travail libéral, notamment au réseau Récupère, mais pas que, font de la coordination de parcours également. Donc, ça permet d'initier, d'encadrer, d'évaluer le parcours et d'essayer d'apporter des gages d'efficacité et de sécurité à ces parcours. Pour intégrer le réseau, les intervenants, qu'ils soient kinés ou diététiciennes et psychologues, ont une formation initiale qui permet de parfaire les connaissances. Et ensuite, les patients sont orientés en fait sur prescription médicale. Ça peut être n'importe quel médecin, plus spécifiquement évidemment les pneumologues, une grande majorité d'hospitaliers, mais aussi des libéraux. Et puis des médecins généralistes aussi, on a qui prescrivent. Donc, il y a une prescription, donc ça prend à peu près 5 minutes à remplir, hein, les feuilles, c'est pas très, hein. Je pense qu'il prend à la limite plus de temps, c'est de motiver son patient avant et de lui expliquer en quoi ça va consister. Les coordinations, elles s'impliquent pour, les secrétaires prennent du temps pour informer les patients au départ, hein, on les appelle, on recueille la motivation, la faisabilité aussi, voir si ça va être possible, cette réadaptation, si le patient est suffisamment autonome pour se rendre en cabinet de kiné. Quand on n'a pas l'épreuve d'effort, hein, que j'appelle EFX, qui est réalisée auparavant,
on l'organise sur un site d'Île-de-France. Et on va ensuite orienter, les secrétaires s'occupent d'orienter vers des diététiciennes et psychologues si besoin. Voilà, elles ont un rôle pivot puisqu'elles sont à plein temps. La coordination médicale, donc c'est ces pneumologues qui vont valider, notamment sur l'épreuve d'effort, la faisabilité médicale. Est-ce qu'il n'y a pas une contre-indication ou alors notamment une pathologie cardiovasculaire qui nécessite d'être mieux contrôlée, par exemple, et indiquer si la réadaptation doit se faire ou non sous oxygène. C'est heureusement une minorité de cas de patients. Et puis indiquer une fréquence cardiaque cible, c'est-à-dire un niveau d'effort basé sur la fréquence cardiaque. La coordination kiné permet d'orienter le patient vers un kiné. On joue sur la proximité, évidemment s'assurer de la disponibilité du kiné et suivre le programme, être en lien avec le kinésithérapeute. Le programme, c'est 20 séances, hein, on répond à peu près à ce qui est recommandé. Il faut que ça soit au moins 12 séances, la réadaptation, normalement. Donc 20 séances d'1h30, 2 fois par semaine, et peuvent s'adjoindre, donc, des consultations avec une diététicienne et psychologue. Donc finalement, je terminerai là-dessus. L'intérêt des kinésithérapeutes, on peut voir les contraintes aussi après, si vous voulez, mais l'intérêt de participer au réseau, c'est de parfaire sa connaissance et sa pratique de la réadaptation, ne serait-ce que à travers la formation initiale, mais aussi à travers l'expertise médicale et kiné qui est en support, hein, quand on a une difficulté. Pouvoir travailler en sécurité parce qu'on dispose vraiment d'une validation médicale sur la base d'une épreuve d'effort, donc ça permet de pouvoir solliciter le patient sans redouter des complications. Disposer tout au long du programme d'une expertise kiné et médicale, s'il y a des aléas, hein, on pense à une tachycardie ou une désaturation non attendue. Disposer de plans d'action éducatifs qu'on a développés sur le réseau, que ce soit des plans d'action activité physique adaptée pour qu'après le patient soit autonome le maximum possible. Des plans d'action exacerbation, comment je fais quand j'ai une exacerbation, quels sont les signes de gravité, etc. On apprend ça aux patients. Des plans d'action sevrage tabagique, parce qu'on a à peu près 15% de patients encore fumeurs actifs qui font le programme. Et là, comme je vous ai dit, c'est clé qui arrête le tabac. On dispose aux intervenants quand il y a des difficultés nutritionnelles et on pense principalement au déficit pondéral qui va handicaper le gain musculaire. Et donc là, c'est bien de revoir l'alimentation avec une professionnelle type diététicienne et éventuellement aussi l'accompagnement psychologique. Il y a aussi une valorisation financière. Alors, vous avez connaissance, les kinésithérapeutes, de cette cotation qui existe depuis 2018, qui est l'AMK 28, qui permet de faire des séances relativement longues, donc chez les BPCO qui sont en ALD, mais sachez que ça représente à peu près 50% des patients qui sont orientés vers le réseau, et les 50% autres ne peuvent pas, normalement, bénéficier de cette cotation. Ce sont des asthmes, des fibroses, des BPCO hors ALD. Et donc, le réseau dispose d'honoraires dérogatoires pour compléter, et finalement, que le patient soit BPCO ALD ou non, le kiné a la même valorisation financière au terme de la prise en soin. Et puis aussi, on a un financement ETP, donc qui permet de valoriser l'action que les kinés ont menée sur les plans d'action. Hein, c'est du temps passé et donc qui est valorisé là aussi. Et puis, à mon sens, le réseau permet de mettre en valeur la kinésithérapie libérale, hein, en démontrant, puisqu'il y a une évaluation annuelle des programmes, hein, vous pouvez la consulter sur le site, où on reproduit finalement les niveaux d'efficacité décrits dans la littérature. Voilà, donc c'était ce que je voulais mettre en valeur à travers le réseau Récupère. Et si vous êtes intéressé et ne faites pas encore partie du réseau Récupère, bah, vous pouvez l'intégrer. Et la prochaine formation est le 10 et 11 octobre 2025. Et vous avez ici les coordonnées, les renseignements sur le réseau et les coordonnées de la personne à joindre pour s'inscrire. Voilà. Merci de votre attention. Merci, docteur Belloc. Donc, du coup, si je comprends bien, les kinésithérapeutes qui souhaiteraient rejoindre le réseau doivent d'abord au préalable s'inscrire à la formation de 2 jours, c'est ça? Oui. Pour ensuite pouvoir intégrer le réseau. Est-ce qu'il y a d'autres conditions de participation au réseau que cette formation? Non, non, non. Il y a évidemment être en lien avec le réseau, quoi, quand on s'occupe d'un patient.
Si on veut donc à la fin avoir les honoraires dérogatoires, il faut remplir un bilan pour dire bah, qu'on a travaillé avec le patient, qu'on a fait les 20 séances. Il y a des tests physiques qui sont faits, ce qui permet justement d'apprécier l'évolution de la capacité physique, qui sont faits par le kinésithérapeute hein, au cours des séances, à la fin et au début. Voilà, bon, mais c'est quelque chose de. Je dirais que Oui, quand on travaille avec rigueur, il y a pas trop de soucis. Ça peut être vu comme des contraintes par certains kinés, hein, ça C'est un précise après. juste qu'il faut c'est un un allemand. cyclo-ergomètre quand même. Ah oui, il faut un cyclo-ergomètre, évidemment. Voilà. Si on veut faire du réentraînement à l'exercice, il faut un appareillage fixe, hein, puisque il faut, ça je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il faut un travail endurant d'au moins 30 minutes, hein, à terme en tout cas, dans les dernières séances. Donc le plus simple est souvent le cyclo-ergomètre et le plus, je dirais, souvent toléré par les patients, notamment les plus sévères. Bon, après, ça peut se faire aussi sur un tapis de marche, etc. Parfois, quand on a plusieurs appareillages fixes, on peut varier les exercices endurants. Est-ce qu'il y a d'autres attendus en termes de matériel ou d'espace pour intégrer le réseau? L'espace, la contrainte, mais je dirais qu'elle est valable pour n'importe quelle action de kinésithérapie, hein, c'est de ne pas avoir un trop grand nombre de patients dans une même pièce, surtout des patients fragiles sur le plan respiratoire. Hein. C'est vrai que quand on peut aussi, évidemment, comme autre action, avoir du drainage bronchique et notamment essayer d'autonomiser le patient en lui apprenant l'autodrainage bronchique, il est évident que dans ces cas-là, il vaut mieux avoir une pièce où on peut s'isoler pour cela, hein. Mais ça fait partie de la pratique de kiné et de kinésithérapie respiratoire. Donc, il n'y a rien de particulier, non. Est-ce que la formation est payante? Alors, la formation, elle coûte 100 euros pour 2 jours. D'accord. Donc, finalement, on paye le repas, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce Et que vous alors avez qu'il y a travaillé? pas mal d'intervenants, il y a 4 je dis même plus, ouais, 4 kinésithérapeutes et 2 pneumologues ouais, 2 pneumologues qui interviennent. Est-ce que vous avez travaillé avec des CPTS qui éventuellement finançaient ces formations pour leurs kinésithérapeutes membres? Ou est-ce que vous n'avez Euh, je n'ai pas connaissance que quand un kiné s'inscrit, il a fait jouer, je veux dire, sa CPTS hein, pour les 100 euros. J'ai pas la notion. Après, là, bah, là, je dois partir, comme vous le savez, maximum à 14 heures pour intervenir sur une CPTS. Mais disons que je n'ai pas la notion au niveau de la prise en charge financière de cela. Ça, c'est un peu, après, c'est à chaque kinésithérapeute de voir ça avec son organisation locale, hein, s'il veut. Une question aussi sur le chat. Est-ce qu'il est possible que les enfants atteints de DDB puissent intégrer le réseau récupère? Dilatation des Alors, bronches. c'est vrai que généralement, on prend plutôt des adultes à partir donc un peu comme les hôpitaux, quoi, à partir de 16 ans. Hein. Généralement, quoi, on a des patients, le plus jeune qu'on ait pris, c'était 16-17 ans à peu près. Hein. C'est vrai qu'on ne fait pas l'enfant typiquement. Peut-être aussi parce que, bon, si on prend des enfants, on pense moins de 10 ans, le matériel, notamment pour l'endurance, n'est pas forcément adapté, je ne sais pas. Hein, ça, c'est un peu. Mais on n'a jamais été sollicité. C'est essentiellement la pneumologie adulte qui nous sollicite. Et pour les patients atteints de mucoviscidose, en fait, ils ont souvent des circuits particuliers, puisque je pensais à eux s'ils sont très jeunes. Est-ce qu'il y a des territoires qui sont en Île-de-France qui sont un peu moins bien pourvus en kiné sur votre réseau? Alors, j'aurais pu vous montrer en effet la carte de répartition. En fait, bah, on suit un peu la densité de population. Hein, donc, plus on s'éloigne de Paris, moins on a de kinés, mais on essaye de couvrir le territoire le mieux possible, en sachant que ça nous est déjà arrivé assez rarement, hein, sur les 500 prescriptions par an, 400 à 500 prescriptions par an, on a parfois, je dirais, 1 ou 2 cas, on n'a pas réussi à orienter le patient parce qu'on n'avait pas un kiné suffisamment proche avec un patient qui avait des difficultés pour se déplacer. Voilà. Donc c'est souvent en lointaine, en grande couronne, je dirais. Voilà. J'imagine que vous avez des listes d'attente aussi, que les patients doivent patienter un certain délai. Alors en fait, c'est une bonne question, ce qui peut occasionner du délai, c'est pas tant l'orientation. Euh,
parce que les kinés se rendent relativement disponibles hein, quand même euh, pour les programmes. C'est plus le délai pour réaliser l'épreuve d'effort, en sachant que ça peut aller de... Alors, souvent, il y a les sites hospitaliers, en fait, qui disposent de cet examen, l'ont réalisé avant la prescription. Donc, du coup, on ne peut pas parler de délai puisqu'on reçoit la prescription avec l'examen. Mais quand ça doit s'organiser, il y a des délais très variables selon les structures. Ça peut être entre 1 mois et 6 mois parfois. Donc ça, c'est plus long dans ces cas-là, ouais, tout à fait. C'est ça la contrainte, en fait, en termes de délai. Après, je dirais que les choses s'organisent dans les 2 mois qui suivent, quoi, classiquement. Merci beaucoup, docteur Belloc, pour cette présentation. On va passer la parole à Je Serge vais, de je la vais enlever le CPTS partage, ouais. Santé. Mhm. Vous avez 10 minutes de présentation pour ensuite laisser un temps aux questions-réponses. Oui. Donc bonjour, Serge Bellèche, kinésithérapeute, vice-président de la CPTS Noé Santé. Je vais passer rapidement sur la présentation de notre CPTS, puisqu'en fait, on l'avait déjà faite lors du précédent webinaire du 1er février. Donc, vous pourrez retrouver ces documents en regardant ce webinaire. On est grosso modo situé sur le nord de l'Essonne. Là, c'est le GIE CPTS, GIE Inter CPTS 91 regroupe 4 CPTS. Et c'est à ce titre-là que nous avions fait donc, plusieurs travaux. Dans le cadre de la BPCO, on a surtout travaillé sur 4 axes. Le premier, ça a été des réunions ville-hôpital, où effectivement, donc, on voulait avoir un parcours de sortie des patients atteints de BPCO. Et à partir de là, on a pu organiser 3 réunions avec essentiellement le GHNE et l'hôpital de Bligny. On était aussi en lien aussi avec le CHSF, donc le Sud francilien. Et suite à ces différentes réunions, on a produit un document de sortie de telle façon à ce que les patients qui étaient atteints de PCO puissent être pris en charge en ville directement. Et dans l'autre sens, les établissements hospitaliers ont mis en place des numéros dédiés de telle façon à ce que les médecins qui prennent en charge les patients de PCO puissent avoir directement des responsables du service pneumo de l'hôpital. Donc ça, c'était notre premier axe. Le deuxième axe de travail des CPTS a été le réveil de la spirométrie, puisqu'en fait, dans le cadre d'une action précédente de la CPM au niveau de l'Essonne, il y a eu des médecins qui avaient été formés à la spirométrie et qui avaient été équipés de spiromètres. Malheureusement, pour beaucoup, ils étaient sous la poussière dans leur placard. Et du coup, on a organisé donc, des soirées de formation ouvertes aux médecins, ouvertes aux kinés et ouvertes aux infirmières azalées, de telle façon à ce que chacun puisse faire l'examen et être formé à ça. Donc, lors de la soirée, ben, on avait des spiromètres à disposition, puis on s'est entraînés les uns sur les autres pour pratiquer l'examen. Et puis, après, donc, avoir un rendu sur l'ordinateur, puisque s'il y a un lien entre le spiromètre et l'ordinateur. Et par contre, donc, quand on connaît la restriction de la spirométrie, à savoir que les médecins ont droit à l'interprétation, par contre, les kinés et et les IDE azalés ont le droit de faire l'examen, mais n'ont pas le droit de l'interpréter. Donc après, forcément, on transfère au médecin traitant le résultat de la spirométrie de telle façon à ce que lui puisse en référer à son patient. La troisième action que nous avons menée, c'est une mise en place d'ETP BVCO, à savoir on a essayé de créer notre propre programme d'ETP avec un travail conjoint avec médecins et kinésithérapeutes, de telle façon à avoir 6 ateliers ouverts en pluripro, avec effectivement donc, l'intervention des médecins, des pharmaciens, des psychologues, des addictologues, puisqu'on voulait aussi travailler sur donc, l'arrêt du tabac. Et donc là, pour l'instant, on en a à la phase où le programme a été écrit. Par contre, la grande difficulté que nous avons, c'est qu'en en fait, en tant que CPTS, on ne peut pas enregistrer un programme d'ETP auprès de l'ARS. Donc, on a soulevé le problème par rapport au directeur général de l'ARS et on attend donc de l'Île-de-France et on attend une réponse de sa part. Mais le programme est écrit et normalement, il devrait être mis en place cette année sous l'égide des CPTS, donc financé par les CPTS, sans l'aide du financement de l'ARS. Et enfin, la quatrième action que nous avons mis en place cette année, qui est nouvelle,
C'est une ouverture du Prado BPCO et de la prise en charge rapide des patients sortant d'hospitalisation par les kinésithérapeutes. Donc, on a un protocole pour l'instant avec l'association RKBE. Et du coup, donc, les patients qui sortent en Prado sont directement pris en charge dans les 15 jours qui suivent par un kinésithérapeute du réseau et en lien avec la CPTS. Voilà les grandes actions menées au sein de nos CPTS pour la BPCO. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Serge. Du coup, vous avez réussi à recruter beaucoup de kinésithérapeutes pour les différentes actions, ou est-ce que certaines en ont intéressé plus que d'autres? Bah, au niveau de la sortie Prado et la BPCO, on a tout le réseau RKBE derrière nous. Donc, c'est entre 30 et 40 kinésithérapeutes sur tout le département, avec en fait des périodes comme de garde, en fait, où durant 15 jours, on s'engage à prendre un patient dès qu'il sort du Prado BPCO. Et donc, on garde des disponibilités pour ça. D'accord. Après, pour les autres actions, bah, en spirométrie, on n'est pas tant que ça à être formé. Et puis, bah, pour le TP, on est en train de le mettre en place. Donc, je vous en tiendrai au courant par la suite. Mhm. J'ai une question pour Serge. Oui. Comment ça s'est passé pour être équipé en spiromètre? Alors, les médecins qui avaient fait la formation avec la CPAM étaient déjà équipés à l'époque par la CPAM. Donc après, on a juste remis à jour leur logiciel de façon à que ce soit efficace. Et puis, pour ceux qui le demandaient, donc kinés ou médecins qui n'étaient pas équipés, les CPTS ont pris en charge l'achat des spiromètres. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que d'autres participants ont des questions pour Serge? N'hésitez pas à prendre la parole ou bien à mettre vos questions directement sur le chat. Est-ce que vous avez identifié des freins spécifiquement ou des leviers à la participation des kinés sur ces projets, sur ces actions? Pas pour l'instant. Ok. Non, non, ça se passe plutôt bien avec les kinés qui sont investis dans les CPTS. Ça se passe bien puisque bon, ils ont été même moteurs sur la mise en place du programme ETP. Ouais. Mm. Et donc le programme ETP, c'est un parcours sur plusieurs séances. Comment est-ce que vous l'avez imaginé aujourd'hui? Oui, donc sur 6 ateliers a priori, avec, comme j'ai dit, donc l'intervention, donc grosso modo sur les prises de médicaments, sur les interactions entre les différents médicaments. On a aussi donc un atelier sur donc l'arrêt du tabac. On a l'intérêt sur l'activité physique, donc on travaille aussi avec des EAPA là-dessus, sur les ateliers donc d'activité physique, et puis justement, donc, dans le cadre de réadaptation aussi, de tout l'intérêt entre l'activité physique et la respiration. Et puis, bien sûr, sur la présentation de la pathologie par des médecins. Voilà. Donc, Donc c'est les là, grands axes de travail. c'est juste, c'est kiné, médecin et éducateur en activité physique adaptée. C'est un trio qui animerait ces ateliers ou est-ce que vous avez aussi inclus des infirmières ou Alors, d'autres? pour l'instant, on n'a pas les infirmières. Quand on peut avoir, on a un addictologue. Et puis, D'accord. pourquoi pas, mais un psychologue aussi. Ok. Mm. On a une question sur le chat. Faut-il avoir fait des formations spécifiques en BPCO pour participer en tant que kinésithérapeute au programme? Et si oui, faites-vous des formations spécifiques? Alors, ça dépend quel programme. Si Oui, c'est dans la alors, prise en charge, ouais. donc, si c'est dans la prise en charge Prado, BPCO, non, parce que généralement, c'est des kinésithérapeutes qui sont formés par le réseau. Dans le cadre de l'ETP, il faut qu'il y ait au moins un intervenant qui soit formé aux 40 heures. Voilà. Donc, pour l'ETP, oui, effectivement, il faut que le kiné ou au moins un des intervenants, parfois, ça peut se faire en binôme, en fait, l'animation d'un atelier. Il faut qu'il y ait au moins un des deux qui soit formé aux 40 heures. Après, nous, on a la chance dans nos CPTS de proposer aux professionnels de financer une partie de la formation des 40 heures. Est-ce que vous avez envisagé la participation de diététiciennes? Nous, on est toujours ouvert, en fait. Pour l'instant, sur le programme, non, mais on est ouvert toujours à l'échange, oui. On est très dans l'interpro, hein. Est-ce alors malheureusement, on n'a pas pu obtenir leur participation aujourd'hui, mais il y a la CPTS Sud 77, la MSP du pays de Nemours, qui a organisé tout un programme autour de la BPCO. Je vais vous mettre
le lien dans le chat. Ils présentent un petit peu leur parcours plutôt orienté éducation thérapeutique. Justement, ça ressemblerait à cette action-là que vous portez. Peut-être que du coup, un échange Oui. avec eux permettrait d'abonder sur votre réflexion sur ce point-là de votre action. Oui, bon, après on a échangé aussi avec d'autres CPTS qui avaient déjà mis précédemment des ateliers de TP dans le cadre de la PPCO, en particulier avec une CPTS de Bretagne. Et en fait, eux ont fait l'inverse de nous. Nous, on avait des ETP polypathos et puis on est passé sur l'ETP BPCO. Et eux sont passés à l'inverse de l'ETP BPCO à de l'ETP polypatho. Mais oui, Une c'est question toujours. de chat, comment se fait l'orientation des patients vers ces ateliers ETP? Est-ce qu'il y a un temps d'échange avec le patient avant sa participation aux ateliers? Bah, Audrey? comme dans tous les programmes de TP, en fait, il y a un bilan qui est fait avec les patients qui sont recrutés par nos différents professionnels du territoire. Et après ce bilan d'éducation thérapeutique, ben, ils sont intégrés dans le programme. Et ça, c'est la démarche classique de l'OTP. Hein. Donc, il faut quand même une personne dans le programme qui a été formée aux 40 heures. Bon, Pour... on est plusieurs dans ce cas-là au niveau des différentes CPTS. Et on revient à la question que posait tout à l'heure Dr Belloc, à quel point est-ce que c'est une formation qui maintenant est inclue dans la formation initiale? Et je n'ai pas la réponse à cette question. Je sais que beaucoup d'établissements l'ont déjà intégré, mais je ne sais pas si c'est systématique. Ça, je ne sais pas non plus. Très bien. Bah, merci beaucoup. On va passer du coup Avec plaisir. à Ah, Xavier, tu avais une question? Non, visiblement non. Dans ce cas-là, on va passer à la présentation suivante. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à poser à Serge ou au docteur Belloc, à les poser sur le chat au fil de la présentation. Docteur Philippe, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je suis Bruno Philippe, je suis pneumologue à l'hôpital de Pontoise et plus particulièrement sur le territoire de santé Nord-Ouest Val d'Oise, parce que je travaille sur plusieurs sites et ce qui peut avoir son importance dans la présentation que je vais vous faire après avoir partagé mon écran. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais on ne voit pas la présentation. Vous voyez pas la présentation? Non. On voit ta page web, Bruno. Alors, on va refaire partager. Est-ce que vous voyez là? Non. Non? Là, on n'a pas de partage du tout, là. Hop, hop, hop. Tu veux me l'envoyer sinon? Alors, les webinaires, CPTS, copie tactique. Si je fais ça, ça va peut-être le faire. Votre navigateur bloque l'accès à votre écran partagé. Tout va bien. Oh, Excusez-moi. Tu veux me l'envoyer sinon, Bruno? Ouais, je vais essayer de te l'envoyer. En attendant que, docteur, vous mettiez en place votre partage d'écran, petite question à ceux qui participent, petit sondage qui apparaît à l'écran. On se demande qui est adhérent d'une CPTS parmi vous? J'ai pas le temps. Hein? J'ai pas le temps. Non, c'est des résultats de manager.
essentiel de répondre au petit sondage. La question, c'est êtes-vous adhérent d'une CPTS? Sinon, 100% répondu. Non, bon, sur 22. Je l'ai envoyé. Vous avez envoyé par mail, c'est ça? Et je l'ai envoyé à Pauline, Ah, d'accord. qui va, j'espère, pouvoir. Attends de le recevoir parce qu'on n'est pas sur le même site, donc il faut qu'il traverse le Val d'Oise. Vous êtes la moitié à avoir répondu au sondage. On a 8 personnes adhérentes, 5 qui ne le sont pas. Est-ce que là, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose. Ouais, il y a tout en... C'est bon, Bruno. C'est bon, là? Ouais. Bon, bah, Parfait. Mazel Tov. Ok, alors il y avait un truc. Bon, ok, bah, je vais vous présenter donc notre projet. Donc, je suis avec Pauline, qui est Pauline Wild, qui est la cadre de santé de l'hôpital de Pontoise sur le territoire Novo, une cadre de santé qui s'occupe entre autres des kinésithérapeutes, et je la laisserai aussi se présenter tout à l'heure. Elle est vice-présidente ou secrétaire de Vice-présidente. l'association Execo, qui est une maison sport santé qui est également sur le territoire et qui participe activement à ce projet. Donc, la MPSAT, donc voilà. Donc, la MPSAT, ça veut dire Maison de prévention en santé et d'accompagnement thérapeutique. Tous les mots sont importants. Et ce projet, j'avais une diapo que je n'ai pas retrouvée, vise à déterminer pour chaque patient BPCO son cercle de soins, c'est-à-dire un cercle de soins qui comprend le médecin traitant, le pneumologue, le pharmacien, le kinésithérapeute et une infirmière si elle existe, une diététicienne, un enseignement en activité physique adaptée. Donc, toutes ces personnes qui gravitent autour d'un patient BPCO, que ce soit au début de sa maladie, que ce soit, quel que soit le stade de la maladie, que ce soit un stade léger, que ce soit un stade sévère, qu'il ait été ou non hospitalisé, qu'il soit ou non sous oxygène. Tous les patients sont inclus donc dans ce projet qui a reçu un financement par ailleurs au titre de l'article 51 de la loi de finances. Donc, qui promeut les projets qui sont innovants et qui comportent des actes dérogatoires. Et vous allez voir au cours du parcours que vous voyez sur cette diapositive apparaître donc les différents actes dérogatoires qui apparaissent dans le projet. Donc, tous les patients, comme je vous ai dit, peuvent être inclus dans cette expérimentation. Une fois que le patient est inclus dans cette expérimentation, on définit son cercle de soins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une fois que le cercle de soins déterminé, on commence par un bilan éducatif partagé. Donc déjà, c'est quelque chose qui est un petit peu, on va dire, original. Le bilan éducatif partagé comprend au minimum 2 personnes en présence du patient, se fait le plus proche du domicile du patient. En général, c'est dans le cabinet du médecin traitant, mais ça peut être aussi dans un cabinet de masseur-kinésithérapeute, ça peut être dans un cabinet d'infirmière. Ce bilan éducatif partagé donc, se fait à 3 selon donc, une méthodologie de bilan éducatif, c'est-à-dire où le patient a un espace de parole qui lui est dédié, et on glane des informations sur ses connaissances sur sa pathologie, et on est toujours extrêmement surpris, par exemple, quand on demande aux patients que veulent dire les 4 lettres BPCO, eh bien, 9 sur 10 ne savent pas.
Donc, on commence avec un niveau d'information et qui renvoie également à tout ce que peut être défaillant dans les consultations médicales, notamment, et particulièrement spécialisées. Donc, ce sont des patients qui ne sont pas capables de dénommer leur maladie la plupart du temps. Donc, le bilan indicatif, c'est vraiment un moment privilégié. Ça dure 1 heure et qui réunit, comme je vous l'ai dit, des disciplines extrêmement diverses et variées. Ce bilan éducatif est suivi d'évaluations, et c'est là où on rentre dans les soins dérogatoires, une évaluation par une psychologue, une évaluation par une diététicienne et une évaluation en activité physique adaptée, qui sont faites soit par des enseignants en activité physique pour les stades les plus légers, soit par des kinés pour les stades les plus sévères. Ensuite, lors de cette première phase d'évaluation, il y a une réunion d'accueil, qui est une réunion éducative avec des groupes de 10 patients en présence d'un médecin et d'une ou d'un psychologue, où les patients se présentent et expliquent les raisons pour lesquelles et les objectifs qu'ils se sont donnés en intégrant cette expérimentation. Et ensuite, à la fin de cette phase d'évaluation, il y a quelque chose d'important, qui est un premier entretien avec le référent en santé. Le référent en santé, c'est une personne qui a été désignée par le patient et qui peut être issue du cercle de soins, quelle que soit la discipline. Donc, ça peut être le médecin traitant, le pneumologue, mais aussi le kiné, un enseignant en activité physique adaptée, une diététicienne, une psychologue, une infirmière. Et donc, le patient désigne cette personne qui va l'accompagner tout le long de ce parcours que vous voyez dessiné sur cette diapositive. Donc, l'entretien va permettre de faire le point sur le bilan éducatif et les évaluations qui ont été déjà réalisées avant une réunion du cercle de soins qui va déterminer le plan personnalisé de coordination en santé. Donc, le référent santé avec le patient se présente devant le cercle de soins, donc le médecin traitant, le pneumologue, le kiné, un cercle de soins qui est à dimension variable, où on fait le bilan de ce qui a été réalisé lors de cette phase d'évaluation et qui va déterminer le parcours ensuite, qui va durer 1 an, qui s'appelle la phase renforcée, où le patient va avoir 8 ateliers d'éducation thérapeutique collectifs par un groupe de dizaines de patients. Il va avoir un suivi en psychologie et ou en diététique qui sera déterminé par les évaluations initiales. Donc, il y a une prise en charge qui est donc prise en charge par l'article 51. Les patients vont avoir des séances de psychologie ou des séances de diète en fonction de l'état nutritionnel et des besoins qui ont été déterminés. L'appui clinique aussi, c'est des séances d'activité physique adaptée. Donc, dans le cadre de la collaboration avec l'association Execo, et je laisserai parler tout à l'heure Pauline pour qu'elle vous présente un petit peu la place des kinés et des enseignants en activité physique dans le programme. Et donc, on prend en charge leur séance d'activité physique dans le cadre de cette expérimentation. À la fin de chaque phase, on retrouve le référent en santé où le patient refait le point avec son référent. On refait un bilan éducatif pour voir l'état de progression des connaissances et des compétences et également au niveau de son niveau d'activité physique. Et on fait à nouveau une réunion du cercle de soins qui engendre un nouveau PPCS, à nouveau des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont beaucoup plus ciblés cette fois-ci, les entretiens avec le référent, le BEP qui est fait annuellement et une réunion du cercle de soins. Et cette expérimentation est, on va dire, infinie, car, donc, comme vous le savez, le C de BPCO, c'est chronique. Et donc, le patient est amené, s'il le souhaite, à être accompagné sur tout le parcours de sa vie, accompagné avec sa BPCO. Le référent santé a un rôle d'accompagnant sur le parcours, mais également de personnes ressources en cas d'exacerbation. Donc, le patient, dans les ateliers, il y a donc les ateliers concernant les exacerbations. Tous les patients ont des ordonnances anticipées et en fonction de l'évolution sous ordonnance anticipée, il fait soit appel à son médecin traitant, soit au pneumologue, ou s'il n'y arrive pas, et ça, malheureusement, on est confronté à ce genre de situation extrêmement fréquente, le patient aura toujours la ressource d'appeler son référent en santé
qui pourra solliciter à ce moment-là les structures spécialisées, soit le médecin traitant s'il est dans une CPTS. Et on travaille on est en collaboration avec les 5 CPTS du territoire nouveau. Donc les 5 CPTS sont impliqués, et notamment donc, la CPTS du Vexin, qui est là également aujourd'hui dans la présentation et qui est extrêmement active dans l'expérimentation avec tous les disciplines de santé. Eh bien, on fait appel donc aux médecins traitants, aux spécialistes, et si le patient n'arrive pas à trouver un acteur de santé, un professionnel de santé qui puisse répondre, eh bien, éventuellement à une exacerbation qui était en train de progresser, eh bien, on a également une cellule de coordination intégrée dans l'expérimentation avec une coordinatrice paramédicale qui prend les appels et qui, là, elle, va avoir accès et ouvrir les clés de l'hôpital, soit de Pontoise, qui est un hôpital, une structure MCO, soit l'hôpital d'Incourt, qui est une structure SMR pour les exacerbations les plus légères. Donc, on essaye de graduer au maximum la prise en charge de ces patients et le but étant de diminuer le nombre d'hospitalisations et tenter de supprimer les passages aux urgences. Donc, Pauline, si tu veux bien éventuellement intervenir. Mais c'était très clair, Bruno. Je me présente juste, donc effectivement, je suis Pauline Wild, je suis cadre de santé à l'hôpital Nouveau Site de Pontoise, où j'encadre l'équipe de rééducation, comme vous l'a dit Bruno, j'ai la chance de travailler avec des kinés, des ergots, des enseignants en APA, des psychomotes, des orthophonistes. Et je suis en effet, j'ai notre casquette de bénévole à l'association Execo, qui est une association socio-sportive qui a une activité de maison sport santé qu'on a développée justement. Je fais partie du développement. Et on travaille en collaboration ville-hôpital avec l'idée les patients les plus, on va dire les plus précaires peuvent être orientés sur des séances individuelles, soit en ville, soit à l'hôpital. Les patients qui auront besoin plutôt de stages de réhabilitation. Bruno vous a parlé du site Incourt qui est plus à SMR, donc là, on pourra avoir les stages à ce niveau-là. En fait, dans tout le parcours du BPCO, moi, je suis une kiné plutôt de réa à la base. Donc, des BPCO, j'en ai croisé et à tout moment de leur parcours, on leur parle de l'importance de bouger, de faire de l'activité, etc. Mais se retrouver seul dans la nature à un moment donné, c'est compliqué et c'est un petit peu ça l'idée. C'est que à l'issue du parcours de soins, les maisons sport santé vont s'ancrer dans un partenariat pour ensuite pérenniser cette activité physique pour les patients atteints de BPCO. Où là, on va se mettre en lien avec des associations de patients. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que j'en dise plus. Non, je vais rebondir sur ce que tu as dit en disant sur l'association, enfin le lien ville-hôpital. Tous les ateliers d'éducation thérapeutique sont animés avec un binôme professionnel de santé hospitalier, professionnel de santé libéral. Donc ça aussi, c'était un élément important sur lequel on a insisté et tout est fait à proximité du domicile du patient. Rien n'est fait à l'hôpital, strictement rien n'est fait à l'hôpital. Tous les ateliers sont faits dans les locaux des CPTS. On travaille également avec les agglomérations du territoire de santé. On a des locaux municipaux qui nous sont mis à notre disposition pour faire les ateliers. Et donc, pour vous parler un kiné, par exemple, prenons l'exemple du kiné, mais tout ça, tous ces rôles sont proposés, on vous l'a dit, et là, on essaye aussi de montrer qu'il n'y a pas un professionnel de santé qui est au-dessus des autres. Tout le monde a son rôle, et particulièrement dans la BPCO. Donc, un professionnel de santé de territoire, qui soit hospitalier ou libéral, eh bien, peut nous adresser des patients via un formulaire d'adressage qui est extrêmement simple. Il peut être membre du cercle de soins, comme je vous l'ai dit, donc il peut participer aux réunions et faire le point sur l'évolution, définir, réajuster le PPCS, réévaluer les prescriptions si nécessaire et analyser les difficultés. Le but aussi, c'est de faire ces réunions du cercle de soins, c'est que le patient puisse entendre une voix harmonieuse, qui n'est pas d'un côté le pneumologue qui dise quelque chose, le kiné qui dise quelque chose de différent, le médecin traitant et le pharmacien. On rencontre très souvent et les patients sont un peu perdus. Et le fait qu'on puisse se réunir autour d'une table et éclairer le patient, avec chacun avec son projecteur et dire son avis et que le patient entende, il est toujours émerveillé, mais il est toujours
éberlué de voir que, par exemple, un médecin traitant parle avec un pneumologue ou qu'un pharmacien parle avec un kiné. C'est des choses qui ne se rendent pas compte et ils ne se rendent pas compte parce que ce n'est pas assez fréquent. Et donc, nous, on essaie de créer ce lien. Donc, le kiné peut être également référent en santé, donc je vous en ai un petit peu parlé. Donc, c'est quelqu'un qui participe au cercle de soins, qui suit son patient sur le parcours de santé que je vous ai décrit et qui est son interlocuteur privilégié et qui peut lui ouvrir les portes si le patient développe une exacerbation. Et comme dans les ateliers, ils apprennent à repérer les signes très précoces, le but, c'est pas d'attendre les 4 ou 5 jours où le patient recule l'échéance d'aller aux urgences. Le but étant et ça marche très bien, les premières inclusions ont montré que les patients s'appropriaient bien le système et les référents également, et que les hospitalisations en direct se faisaient de plus en plus souvent. Donc, il y a les évaluations dont on a parlé et qui seront régulières au cours de l'expérimentation pour tenter de montrer que le niveau d'activité physique augmente au cours de l'expérimentation. En termes des facteurs de soins, donc on garde l'activité physique, les séances de diète et psycho qui sont remboursées par l'expérimentation et également ça se complémente avec le droit commun et il y a des patients qui se font de la réadaptation au titre du MK20 ou MK28 et qui font leur réadaptation dans les cabinets des kinés et également on propose d'animer des ateliers d'éducation thérapeutique et l'article 51, notre financement, permet de financer la formation aux 40 heures, c'est-à-dire que les personnes, donc tout professionnel de santé qui intègre la MPSAT, on leur propose d'être formés aux 40 heures et on prend en charge cette formation. Et donc, pour la dernière diapo, c'est vous montrer un petit peu les résultats qui sont arrêtés au mois de mars. Le premier patient a été inclus au mois de novembre. Et donc, les expérimentateurs, on a pu avoir à cette date 73 expérimentateurs qui se répartissent de la manière suivante, avec autant de médecins généralistes que de kinés. Mais il y a également des pneumologues, des infirmières, comme je vous en ai parlé, des psychologues, des EAPA, des pharmaciens. Les pharmaciens sont aussi extrêmement sensibles au fait qu'on aille les solliciter pour participer au cercle de soins et qu'on puisse leur donner une voix dans ces réunions de cercle de soins. Et pour l'instant, comme vous le voyez ici, une majorité de professionnels libéraux qui sont très bien répartis sur tout le territoire Novo, avec ici une proportion plus importante au niveau de Cergy-Pontoise, qui est la zone la plus peuplée, la plus urbaine. Et ici, vous avez Magny-en-Vexin, où se trouve la CPTS avec qui nous présentons aujourd'hui. Voilà, donc là, c'était l'inclusion des patients, donc l'inclusion 12 novembre, et on a une courbe d'inclusion qui est régulière. Et on a 4 sites sur le territoire. Donc, il y a Magny-en-Vexin, dont je viens de parler, Cergy-Pontoise, Persan et Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire sur notre expérimentation qui est bien partie. Et je suis disposé à répondre à vos questions, s'il y en a. Merci, docteur Philippe. Est-ce qu'il y a des conditions de participation à cette expérimentation? Les conditions pour les patients ou pour les expérimentateurs? Pour les expérimentateurs, pour les kinésithérapeutes qui peuvent éventuellement participer? L'expérimentation, quelqu'un qui veut participer remplit un formulaire d'inscription, d'adhésion. Et il y a une convention, alors pour les libéraux, il y a une convention qui est signée entre l'expérimentateur et l'hôpital, qui est le porteur de. Donc il y a juste une convention. Et alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est pas la moindre des choses, toute activité qui est incluse dans la MPSAT, c'est-à-dire animation d'ateliers, bilan éducatif, réunion du cercle de soins, tout est rémunéré. J'ai oublié de vous dire. Toute action est rémunérée dans le cadre de l'expérimentation. Il y a juste une convention à signer avec l'hôpital pour qu'on puisse et donner un RIB pour qu'on puisse vous rémunérer à chaque fois que vous intervenez. Donc, petit appel aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que parmi les participants, il y a des kinésithérapeutes qui exercent dans le 95 et qui éventuellement seraient intéressés à discuter avec Dr Philippe pour rejoindre cette expérimentation? Si vous connaissez des kinésithérapeutes qui exercent dans le 95, n'hésitez pas à leur parler de l'expérimentation. Le fait de travailler et d'être en collaboration avec les 5 CPTS, donc vraiment on est en collaboration très étroite
on arrive, on a une couverture de communication qui est assez large. Super. Voilà. Après, comment dire, il y a la motivation, le temps disponible. Voilà, mais alors, on insiste sur le fait que c'est rémunéré. Et comme c'est rémunéré, voilà, on peut faire ça dans le cadre de son activité professionnelle. Merci beaucoup, docteur. On va conclure du coup ce webinaire puisqu'il est déjà 14 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. On pourra les relayer auprès de nos intervenants, qu'on remercie beaucoup encore une fois pour avoir pris le temps de présenter tout ça. Nos prochaines dates pour échanger, donc mardi 15 avril, dans 15 jours, on a un webinaire dédié BPCO et sevrage tabagique. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet sur la réadaptation respiratoire et des conseils pratiques sur le comment bien prescrire les substituts nicotiniques. Ce sera le même horaire de 13 h à 14 h. N'hésitez pas à vous inscrire. Et on se retrouve le 6 mai pour un webinaire sur les kinés en domicile. Si vous êtes kinésithérapeute, pas encore adhérent de votre CPTS, mais vous ne savez pas trop comment vous adhérer, vous ne connaissez pas quelle est la CPTS rattachée à votre lieu d'exercice, ou vous vous posez des questions de manière générale sur est-ce que ça vaut le coup d'impliquer, n'hésitez pas à nous contacter à l'URPS et notamment à l'adresse mail qui figure à l'écran, cpts@urps-mk-idf.org. C'est Mathilde qui vous répondra. Et sinon, pour les kinés qui sont déjà adhérents en CPTS, on a créé un groupe WhatsApp pour faciliter les échanges entre kinés déjà investis, histoire de gagner du temps sur les différents projets, que vous puissiez faire un échange de retour d'expérience. Et on vous transmettra le replay du webinaire prochainement qui sera disponible sur notre chaîne YouTube et on vous enverra toutes les informations dont la présentation PowerPoint. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et tous.